Au nom de tous les membres de l'Académie des sciences, permettez-moi de saluer les personnalités qui nous font l'honneur d'assister à cette séance solennelle, toute particulière, consacrée à la célébration des 350 ans de l'Académie des sciences. Monsieur le ministre, Madame l'ancien ministre, Messieurs les députés, Monsieur le grand chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur, Monsieur le préfet de la région Île-de-France, Monsieur le chancelier de l'Institut, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Mesdames les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, Monsieur le président de l'Institut et de l'Académie des sciences morales et politiques, Monsieur le vice-président de l'Académie des sciences, Mesdames, Messieurs les secrétaires perpétuels honoraires de l'Académie des sciences, Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, chancelier des universités, Messieurs les présidents des universités, Messieurs les directeurs des grandes écoles, Messieurs les directeurs des grands établissements de recherche, Mesdames, Messieurs les présidents et secrétaires perpétuels de l'Académie des technologies, de l'Académie d'agriculture de France, de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie nationale de pharmacie, de l'Académie nationale de chirurgie, de l'Académie des sciences d'outre-mer. Mesdames et Messieurs les recteurs, Messieurs les maires, Messieurs les présidents et directeurs généraux, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, un soir, Louis XIV s'endort loin de la foule des courtisans. Il se sent seul, comme un naufragé au milieu de l'océan. Soudain, une petite voix le réveille et lui dit « Sire, s'il vous plaît, dessine-moi une académie. » Le roi écoute le petit prince et lui dit « Mais j'en ai déjà une, faite par mon père, en 1635. Elle s'occupe très bien de notre belle langue française. »« Je sais, dit le petit prince, mais il en faut une autre, qui s'occupera des sciences, avec des savants qui parleront du monde, des planètes, des plantes, des animaux, des maladies, et aussi des machines à créer pour rendre votre royaume plus fort, plus grand. » Le roi est convaincu. Nous sommes en l'an 1666. Il demande à Colbert de s'occuper de la création de l'Académie royale des sciences. En fait, il n'existe pas de document historique permettant de savoir comment Louis XIV a pris sa décision. Mais une seule chose est certaine, l'Académie des sciences existe depuis 350 ans. Le jeune roi, 28 ans en 1666, est soucieux du rayonnement de la France, que ce soit dans la recherche des frontières naturelles ou dans le soutien à la création artistique dans tous les domaines, l'architecture, la peinture, le théâtre et la poésie. En son début de règne, il manque un groupe de savants capables de développer les mathématiques et la physique. Ce dernier mot couvrant au milieu du XVIIe siècle non seulement la physique d'aujourd'hui, mais aussi la chimie, les sciences de la nature et la médecine. Des savants français comme Descartes et Pascal, décédés respectivement en 1650 et 1662, n'ont pas été remplacés, et l'Angleterre vient de créer en 1660 une société savante qui prend tout de suite une place importante en Europe, la Royal Society. Il est urgent pour la royauté française d'afficher sa préséance continentale. Colbert mandate son bibliothécaire, Pierre de Carcavie, mathématicien formé par Pierre de Fermat, pour recruter un savant reconnu par ses pairs en Europe, capable d'animer une académie des sciences à Paris. Le choix se portera sur Christian Huygens, mathématicien et astronome hollandais, admiré de tous en Europe et qui venait d'être élu à la Royal Society en 1663. Christian Huygens négocie de bonnes conditions pour son arrivée à Paris. Un appartement dans la bibliothèque du roi et une pension annuelle de 6 000 livres. Le recrutement des premiers académiciens se fait à partir de mai 1666. 7 noms sont retenus sur une première liste. Christian Huygens, Adrien Auzout, astronome, Jacques Buot, astronome, Pierre de Carcavie, déjà cité, Bernard Frénic de Bessy, mathématicien, l'abbé Jean Picard, astronome, Gilles Persson de Roberval, mathématicien, connu encore de nos jours pour sa balance à plateau. Ce premier groupe forme la section de mathématiques et commence à se réunir pendant l'été 1666 pour observer 2 éclipses, une de lune et une de soleil. Ils produisent un rapport qui rassure Colbert sur leur capacité à travailler ensemble.
En octobre 1666, une seconde section est créée, celle des sciences de l'observation, avec l'aide de Charles Perrault, homme de lettres, bras droit de Colbert, auteur des célèbres contes. Sont également recrutés Marin Curot de la Chambre, médecin du roi, Claude Perrault, architecte et frère de Charles Perrault. Pensez à Claude Perrault chaque fois que vous passez devant la façade est du Louvre. Cette colonnade a inspiré de nombreux architectes dans le monde entier. Samuel Cottereau Duclos, médecin et chimiste, et Louis Guéillan, médecin. Avant décembre, viennent s'ajouter Claude Bourdelin, chimiste, Jean Péquet, anatomiste, Nicolas Marchand, botaniste, et Jean-Baptiste Duhamel, helléniste, qui va se passionner peu à peu pour l'anatomie, et il sera le premier secrétaire de l'Académie. Cette énumération de personnalités, sélectionnées pour leurs compétences dans leurs domaines respectifs, n'est pas seulement un hommage aux premiers académiciens, c'est surtout la marque d'un principe fondateur de notre institution. Une académie doit être une assemblée de scientifiques de très haut niveau dans leur propre discipline, afin de leur permettre de travailler ensemble sur des sujets nécessitant des compétences fortes pour être abordés. L'interaction entre disciplines se fait de manière naturelle, lorsque cela est nécessaire, sans s'oublier que de nombreux problèmes trouvent leur solution à l'intérieur d'une même discipline. Les interactions entre champs disciplinaires ne doivent pas être subies comme résultant d'une ancienne que l'on chante plus ou moins bien pour se rassurer faute d'idées, mais doivent être volontaires, associant les compétences des uns et des autres pour aller vers de nouveaux horizons. Cette conception se retrouve clairement énoncée en lisant la toute première page des archives de l'Académie. Je cite, « Ce 22 de décembre 1666, il a été arrêté dans la compagnie qu'elle s'assemblera 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Le mercredi, on traitera des mathématiques, le samedi, on travaillera à la physique. Comme il y a une grande liaison entre ces deux sciences, on a jugé à propos que la compagnie ne se partage point et que tous se trouveront à l'Assemblée les mêmes jours. » Fin de citation. Cette nouvelle académie se réunit pour la première fois le 22 décembre 1666 dans la bibliothèque du roi, rue Vivienne. Cette présentation au roi fait l'objet d'un magnifique tableau d'Henri Testolin, visible au château de Versailles. Vous avez le tableau actuellement sur vos écrans. Vous reconnaissez les 3 personnages principaux, le roi en rouge, avec à sa droite Colbert, et devant lui, l'abbé Duhamel, premier secrétaire de l'Académie. Huygens est signalé par un ovale rouge, légèrement sur la gauche de l'écran. Quelle mission pour une Académie des sciences? Les choses sont dites dès la première page de l'histoire de l'Académie des sciences, écrite par Bernard de Fontenelle. Je cite, « Le règne des mots et des termes est passé. On veut des choses, on établit des principes que l'on entend, on les suit, et au-delà vient qu'on avance. L'autorité a cessé d'avoir plus de poids que la raison. Ce qui était reçu sans contradiction, parce qu'il l'était depuis longtemps, est présentement examiné et souvent rejeté. » Fin de citation. Les archives de l'Académie parlent d'elles-mêmes. Les séances de travail se succèdent sur les thèmes choisis par les académiciens, en veillant aux intérêts de la science et du pays. Après un si bon début, évoquons en quelques mots la résilience de l'Académie des sciences. Une grande académie se doit de garder le cap, la raison contre l'autorité. Sur une période de 350 ans, l'Académie aurait pu faiblir, se perdre, oublier sa raison d'être, devenir un simple cénacle heureux de son confort. Il n'en est rien, elle a su traverser des périodes difficiles. Agacée par l'adjectif royal, la Convention décide de supprimer toutes les académies le 8 août 1793. Actif au sein du comité d'instruction publique, Talleyrand d'abord en 1791 et Condorcet en 1792 avaient proposé la création d'un institut regroupant les différentes académies et destiné à l'avancement des sciences et des arts. Malheureusement, cette période de la Révolution française n'est pas propice à la création d'un tel institut.
Nous sommes au plus fort de la terreur. La République n'a pas besoin de savants, aurait-on dit en mai 1794. Même si ces paroles n'ont pas été prononcées, il est sûr que certains révolutionnaires y pensaient fortement. Une chanson a même été écrite sur ce thème. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes doutent de l'intérêt du progrès scientifique. Nous n'oublions pas que l'évolution de la science se présente comme une médaille. Il y a toujours un revers. Mais est-ce une raison pour refuser la création scientifique? Nous ne gardons pas un bon souvenir des pays qui, à un moment donné de leur histoire, ont essayé de se débarrasser de la science et des scientifiques. Très vite, ces sociétés se sont retrouvées sur le chemin de la régression sociale et culturelle. Il est toujours préférable d'essayer la science que de maintenir l'ignorance. La jeune République va revenir assez vite sur la décision de 1793. Elle reconnaît le travail des savants qui se sont engagés au service de la nation. Dans une loi sur l'organisation de l'instruction publique, votée le 25 octobre 1795, la Convention thermidorienne crée un institut des sciences et des arts. Il est destiné, je cite, à perfectionner les sciences et les arts par des recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec des sociétés savantes et étrangères. Fin de citation. On sent une pointe de regret sur la période d'arrêt des travaux de l'Académie. Et on note la dimension internationale donnée à cet institut, composé de 144 membres répartis en 3 classes, la première étant celle des sciences physiques et mathématiques. Cette classe deviendra l'Académie des sciences par l'ordonnance royale du 21 mars 1816, il y a 200 ans. Depuis, l'Académie est toujours là, avec le même intitulé. 10 minutes ne permettent pas de décrire toute la riche histoire de l'Académie des sciences. Mais quelques mots me suffisent pour vous conseiller la lecture du magnifique ouvrage de Florence Greff et Pascal Griset sur les 350 premières années de l'Académie. La prochaine grande étape sera la célébration des 400 ans de l'Académie, que les plus jeunes de nos membres verront en 2066. Ils pourront dire alors « Je me souviens des 350 ans de notre jeune Académie. Tempus fugit memoria manet ». Je vous remercie.